Salut tout le monde, bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un mécanisme tellement quotidien, tellement banal, qu'on en oublie presque la magie. Je parle de l'architecture de notre langage. L'idée ici, c'est de prendre ces théories linguistiques un peu complexes et d'en faire un parcours super clair, vraiment fascinant. C'est un sujet massif, un vrai pilier de notre humanité, rempli de mystères passionnants qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Prenons un instant pour comparer le cri d'alarme d'un animal, qui est naturel, vital, purement lié à la survie, avec notre communication à nous. Chez nous, c'est une institution ultra complexe, profondément culturelle. Là où l'animal transmet une donnée brute, genre « attention danger », le langage humain va infiniment plus loin. Il bâtit les sociétés entières, il véhicule des émotions super nuancées. Bref, il forge des civilisations. Pour structurer tout ça, voici notre plan de route en 6 étapes. 1. Le mystère du langage. 2. Rousseau et l'empathie. 3. Saussure et le système de signes. 4. Le débat de Platon sur la nature ou la convention. 5. Frege avec le sens et la dénotation. Et enfin, 6. Comment tout ça façonne notre réalité. Ce programme va nous guider parfaitement à travers les origines, la mécanique et la connexion réelle. On commence donc avec la première partie, le mystère du langage. Et honnêtement, quand on s'arrête 2 secondes pour y penser, c'est vertigineux. Cette capacité de communication ne se limite absolument pas à un seul mode d'expression universel. Pas du tout. Elle éclate en une multitude de langues à travers le globe, toutes incroyablement distinctes, foisonnantes, avec leurs propres règles, leur propre grammaire et leur propre sonorité. Ce qui nous amène à la section 2, Rousseau, poussé par l'empathie. Faisons un petit saut dans le temps pour voir comment Jean-Jacques Rousseau a exploré les origines de la parole. Son but n'était pas de trouver la date exacte de l'invention du langage, ça c'est mission impossible, mais plutôt de comprendre le pourquoi. Pourquoi les premiers humains ont-ils commencé à parler ? Et là, Rousseau fait une affirmation assez audacieuse. Il nous dit, en gros, que le langage n'est pas du tout né d'un besoin pratique, mais qu'il est carrément la toute première institution sociale. C'est super intéressant. Selon lui, on ne s'est pas mis à parler pour mieux organiser une chasse aux mammouths ou construire des cabanes. Non, la raison est beaucoup plus intime que ça. Pour illustrer ça, prenons l'exemple tout bête de la jambe cassée. On voit quelqu'un souffrir, on entend ses gémissements, ses pleurs. Naturellement, cette souffrance provoque chez nous de l'empathie, une vraie résonance émotionnelle, plutôt qu'une froide réflexion logique sur comment réparer l'os. Et pour Rousseau, c'est exactement de ce besoin viscéral de partager l'émotion qu'a jailli la toute première étincelle du langage. La distinction clé, elle est là. Les besoins purement pratiques, manger, boire, s'abriter, au fond, ça isole les individus. On peut très bien se débrouiller tout seul ou dans son coin pour ça. Le langage, par contre, c'est l'inverse absolu. Il émerge de la nécessité d'exprimer ce qu'on ressent à l'intérieur. Il rassemble, c'est ce qui a permis de tisser les tout premiers véritables liens sociaux de l'humanité. Allez, section 3, Saussure et le système de signes. Après avoir vu ses racines émotionnelles et sociales, on avance jusqu'au 19e siècle avec le célèbre linguiste Ferdinand de Saussure. Son truc à lui, c'était d'ouvrir le capot pour regarder le moteur. Il voulait décortiquer la mécanique pure et interne du langage. Et Saussure a littéralement révolutionné la linguistique en définissant le fameux signe. Le signe, c'est la brique élémentaire, le composant de base de n'importe quelle langue. Mais attention, ce n'est pas un bloc unique. C'est une brique composée de 2 parties parfaitement complémentaires qui forment un tout indivisible. Et c'est cette petite dualité qui fait tourner toute la machine. Imaginez ce signe comme une pièce de monnaie avec 2 faces impossibles à séparer. D'un côté, on a le son qu'on prononce, l'image acoustique dans l'air, les phonèmes, ça, c'est ce qu'on appelle le signifiant. Et de l'autre côté, paf, on a le concept abstrait qui apparaît dans notre tête, le signifié. C'est totalement impossible de penser à l'un sans évoquer immédiatement l'autre. Pour bien graver cette mécanique dans nos mémoires, le psychanalyste Jacques Lacan a sorti cette phrase géniale, un brin humoristique, « Le mot chien n'aboie pas ». C'est court, c'est percutant, et ça prouve de manière évidente que le mot qu'on prononce, notre fameux signifiant, est complètement déconnecté de l'animal physique, réel, qui court dans le jardin. Le mot, ce n'est pas la chose. Du coup, avec cette séparation, Saussure se place direct dans le camp du nominalisme. En gros, ça veut dire que les mots sont des constructions 100% arbitraires inventées par les humains. Le mot « arbre » n'a absolument rien à voir avec l'essence naturelle d'un vrai arbre, c'est juste une étiquette. À l'opposé, on a l'essentialisme, une vieille vision qui pensait que les choses possédaient une essence idéale que les mots révélaient par magie. On passe à la section 4, Platon, nature ou convention. Parce que bon, si ces fameuses étiquettes sont complètement arbitraires, comment elles font pour se connecter de manière fiable au monde réel et faire en sorte qu'on se comprenne ? Ça nous ramène à un débat fondamental, super ancien.
Dans un dialogue très célèbre de Platon, on a deux philosophes qui s'écharpent exactement sur cette question. D'un côté, on a Cratyle, qui est persuadé que les mots imitent naturellement la réalité, un peu comme de grandes onomatopées. De l'autre côté, on a Hermogène, qui soutient mordicus que les mots sont une pure convention, un simple accord tacite passé entre les humains. Et franchement, les arguments d'Hermogène sont d'un pragmatisme redoutable. Il fait remarquer qu'on ne peut absolument pas réduire notre langage immense à des booms ou des splashs. C'est ultra rare. En plus, la sonorité d'un mot ne ressemble presque jamais à la forme de l'objet qu'il désigne. Ça valide complètement l'idée moderne que si les mots fonctionnent, c'est uniquement parce que la société entière s'est mise d'accord dessus. Ce qui nous propulse à la section 5, Frege, le sens et la dénotation. À la fin du 19e siècle, le logicien allemand Gottlob Frege s'attaque au boss final. Comment ces conventions totalement arbitraires arrivent-elles à pointer vers la vraie réalité, avec précision, surtout quand on fait de la science ? Pour rendre sa théorie un peu dense, beaucoup plus digeste, posons une petite question de pop culture toute simple. Clark Kent est-il Superman ? Eh bien, sous ces airs de questions de cours de récré, ça cache en fait une réflexion logique incroyablement profonde sur la manière dont on nomme les éléments de notre monde. Pour y répondre avec rigueur, Frege sépare la dénotation du sens. La dénotation, c'est le gars en chair et en os. Et là, c'est exactement la même personne. Mais le sens, c'est l'angle spécifique sous lequel on le regarde. D'un côté, on voit le journaliste un peu maladroit de Daily Planet, et de l'autre, on a le sens du super-héros invincible. Même personne, mais deux sens totalement différents. Et c'est pour ça que dire Clark Kent et Superman nous apprend réellement quelque chose. Ça nous informe. Les deux noms pointent vers la même dénotation dans le monde réel, mais ils véhiculent des sens opposés. Par contre, dire Clark Kent et Clark Kent, c'est une tautologie absolue, on n'apprend rien du tout. Le miracle du langage, c'est de pointer vers la réalité tout en nous apportant un nouveau savoir. Frege a pris cette logique implacable pour essayer de traduire notre langage naturel, qui est quand même souvent un peu flou, chargé d'émotions et d'ambiguïté, en un langage formel pur avec des équations du style A égale B. L'objectif ultime de ce travail de titan, c'était de pouvoir vérifier formellement les grandes théories scientifiques sans laisser la moindre place au doute. Et nous voici déjà à la dernière étape, la section 6, façonner notre réalité. On va prendre toutes ces incroyables théories historiques, de l'empathie de Rousseau à la logique stricte de Frege, et voir concrètement comment cette prodigieuse architecture linguistique influence notre manière de percevoir le monde tous les jours. Prenons l'exemple fascinant d'un botaniste en pleine forêt. Sans vocabulaire spécialisé, quand on regarde autour de soi, on voit juste une grosse masse verte, des plantes un peu floues. Mais pour le botaniste, armé des noms spécifiques pour chaque mousse ou fougère, le paysage se transforme. Il devient extraordinairement riche, structuré et détaillé. C'est littéralement le mot qui révèle le détail. La vraie leçon à tirer de tout ça, c'est que le langage n'est jamais juste un petit outil passif pour décrire un monde qui existerait déjà. Non, c'est un filtre ultra actif. C'est carrément la structure même qui bâtit notre rapport au monde et qui organise toute la perception humaine. Le langage construit littéralement notre réalité. Et pour conclure cette exploration, ça amène une réflexion vraiment vertigineuse. Si les mots dont on dispose construisent notre vision de la réalité, ça veut dire que notre monde s'arrête exactement là où s'arrêtent nos mots. Alors, la vraie question qui se pose, c'est quelle merveille, quelle nuance et quelle vérité de l'univers restent encore totalement invisibles à nos yeux, juste parce qu'on n'a pas encore inventé le mot pour les nommer.